retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, j'ai pu quand même pas mal lire ce week-end, surtout samedi. J'ai dévoré la moitié d'un bouquin, mais je vous ai expliqué tout ça dans le précédent vlog, donc je ne vais pas me répéter ici. Et si vous avez donc envie d'en savoir plus, je vous invite bien évidemment à aller voir ma vidéo précédente que je vous mettrai comme d'habitude juste ici dans le petit, donc n'hésitez pas à cliquer maintenant pour aller la voir ou à continuer cette vidéo et puis aller voir la vidéo précédente juste après, parce que dans la fin de ce dernier vlog, je vous disais que j'étais en pleine lecture d'un roman de Cécile Cabannac, Le chaos dans nos veines, et je l'ai terminé depuis. Donc la dernière fois que je vous avais pris, j'étais aux environs de la page 300, 308, quelque chose comme ça, sur 518, 500 et des rouettes, si je ne dis pas de bêtises, comme on dit chez moi. Ouais, 519, voilà, pour être très très précise. Et donc je l'ai terminé entre-temps, mais avant de vous donner mon avis final, eh ben, de quoi ça parle, Le chaos dans nos veines de Cécile Cabannac? Alors, dans ce roman, en fait, on va suivre deux flics qui vont être appelés pendant la nuit sur une scène de crime parce qu'on a découvert dans une cabane en plein milieu d'une forêt une ex-flic qui se serait suicidée. Et dans la cave de cette fameuse cabane, il y a également une cuve avec de l'acide et un corps en décomposition dedans. Et les policiers, bien qu'ils vont d'abord croire à un suicide, ils vont vite se rendre compte qu'en fait, potentiellement, c'est un meurtre qui est dissimulé en suicide. Parce qu'en fait, cette ex-flic, elle était vraiment talentueuse, mais elle avait des méthodes un petit peu contestées et elle avait un goût pour la justice assez prononcé. Et donc, même si elle n'était plus officiellement flic, il y avait toujours deux anciennes affaires qu'elle avait traitées quand elle était flic, qui n'avaient jamais été résolues et qui lui trottaient toujours dans la tête. En fait, elle était vraiment dégoûtée de ne pas avoir réussi à trouver le coupable de ces deux enquêtes. Et donc, quand les flics vont enquêter du coup sur la vie de l'ex-flic, ils vont se rendre compte que ces deux histoires, enfin ces deux enquêtes, l'omnubilé un petit peu. Et donc, ils se doutent que potentiellement, ces deux enquêtes pourraient les mettre sur la voie de son tueur à elle parce que, clairement, il ne pense pas du tout au suicide parce qu'en plus, la cabane dans laquelle elle est retrouvée, c'est pas du tout une cabane qui lui appartient, ni à sa famille, etc. La grosse question demeure, qui est la personne en train de se dissoudre à la cave? Mais ils se rendent vite compte qu'en fait, voilà, la théorie du suicide, ça ne tient pas. Et donc, ils vont se plonger non seulement dans le passé de l'ex-flic, mais également, ils vont réouvrir les deux enquêtes, donc les deux cold cases, entre guillemets, pour pouvoir essayer de dénicher l'identité du coupable de ce meurtre. Et potentiellement également résoudre les deux enquêtes en cours, parce qu'ils se doutent bien que c'est étroitement lié. Alors, en parallèle, en fait, on va suivre un avocat qui aime bien défendre les criminels indéfendables, et on va suivre en fait un petit peu toute sa vie depuis les années 80 jusqu'au moment où se déroule l'histoire, donc jusqu'en 2019. Et donc, on va vite comprendre qu'entre ces deux histoires, forcément, il va y avoir un lien. Alors, la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit que j'avais lu 300 pages. Sur ces 300 pages, j'en avais lu 250 samedi. Donc samedi, j'ai lu véritablement une très très grosse partie du bouquin, environ la moitié. Et franchement, c'était relativement chouette parce que l'enquête, en fait, c'est bien écrit, c'est assez prenant. Et donc, du coup, les pages, pour lire 250 pages en une journée, j'étais vraiment prise dans l'histoire, etc. C'était vraiment agréable. Cela dit, petit à petit, vers la moitié du bouquin, je commençais à sentir que pas qu'on piétinait, mais l'enquête était un petit peu traînée en longueur. Les flics ne faisaient pas beaucoup de découvertes ni d'avancées. Donc ça devenait un petit peu longuet et je commençais un petit peu à être un petit peu dans l'attente d'un nouveau souffle donné à cette histoire. Et c'est ce que je vous avais dit au niveau des 300 pages. Je continuais à avoir ce même avis. Je continuais à avoir le sentiment de bon, allez, j'espère qu'il y aura un nouveau souffle dans cette histoire. Mais malheureusement, pas du tout. Alors oui, ça s'accélère un petit peu parce qu'on va faire la lumière donc sur les deux enquêtes, bien évidemment, et également sur le meurtre de cet ex-flic. Mais ça dure encore pendant des pages et des pages. On fait des petites découvertes. Il y a certes des petites fausses pistes, mais moi, personnellement, les fausses pistes, je ne suis pas du tout tombée dedans. Parce qu'en fait, et ça je vous l'avais dit également dans le précédent vlog,
j'avais un petit soupçon sur le dénouement dès le début. Et puis, au fur et à mesure que l'intrigue avançait, mes soupçons se sont transformés en certitude. Je me disais, je pense que ça va se dérouler comme ça, je pense que ça va se dérouler comme ça. Et en fait, au plus j'avançais dans le bouquin, au plus je m'attendais à être trompée. Je m'attendais véritablement à être bluffée, à avoir été menée en bateau et avoir un retournement de situation qui allait vraiment me mettre KO. Alors oui, certes, il y a des personnes ou des éléments qui sont intervenus dans l'intrigue, des événements que je n'avais pas du tout vu venir, mais c'est des événements, je vais dire, un petit peu annexes, qui sont certes surprenants, mais qui ne sont pas non plus totalement, pour remettre ma vie et ma théorie en question. Et in fine, l'idée que j'avais, ça s'est avéré vrai. Et donc du coup, j'ai une petite pointe de déception là-dessus parce que je me dis, c'est quand même dingue d'avoir quand même pu, dès le début, deviner, on va dire, 60% du dénouement, et puis ensuite, les 49 autres pourcents, parce que j'étais pas non plus certaine à 100% jusqu'à la fin, mais on va dire que j'étais quand même certaine de ma théorie à 99%, en plus les pages avancées. Et donc, pour confirmer à 49% ma certitude sur les 200 et des dernières pages, je sais pas, moi je trouve ça un peu triste. Après, bon, est-ce que c'est parce que je lis beaucoup de thrillers que donc du coup, forcément, on ne peut plus me la faire, hein. Je deviens une experte en dénouement, une experte en expertise de meurtre, etc. Et que donc du coup, maintenant, les thrillers n'ont plus de surprise pour moi. Peut-être, mais j'avoue que je suis un peu déçue. Voilà, parce que en fait, je me suis dit, putain, tout ça pour ça, j'ai quand même lu 500 pages, j'ai quand même assez traîné ce livre-ci, et je me dis clairement, bon, ouais, c'est un peu une perte de temps, entre guillemets, parce qu'en plus, la deuxième partie de ce livre, c'était tiré en longueur, quoi. C'était long. Franchement, le livre aurait pu faire 100-150 pages de moins. Ça aurait été même mieux, en fait, parce qu'on aurait abrégé un petit peu ma souffrance. Après, cela dit, je dois bien avouer, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire ce livre parce que je trouve que la plume est agréable, les chapitres sont relativement courts, l'alternance entre les différents points de vue, donc l'enquête des flics et puis ensuite l'histoire donc de cet avocat depuis, on va dire, plus ou moins les années 80 jusqu'en 2019, c'était assez intéressant. J'aimais bien la manière aussi dont c'était construit parce que c'est vrai qu'en un sens, ça creuse un petit peu le suspense, ça nous permet de réfléchir, de douter, etc. On se demande en fait où l'autrice veut en venir. Mais après, moi, ça n'a pas fait 100% le taf avec moi, quoi. Comme je vous l'ai dit, j'avais tout de suite deviné. Mais voilà, on ne peut pas quand même enlever à ce livre-là que c'est vraiment bien écrit, qu'il y a une bonne gestion du suspense, que c'est assez rapide à lire. Les chapitres sont courts, ils s'enchaînent facilement. On a envie de savoir, on sent que la police, elle bataille hein, vraiment pour trouver les éléments. Elle a vraiment du mal, elle est vraiment en difficulté. En plus, on a une bonne partie dédiée aux personnages, donc que ce soit aussi bien les méchants, on va dire ça comme ça, que les victimes ou que les policiers. Je trouve qu'il y avait un très très bon traitement des personnages, notamment les policiers. Je trouve qu'ils étaient très bien travaillés. On avait une bonne partie de leur vie privée également qui était expliquée dans ce roman, même si je ne vois pas trop en quoi ça apporte quelque chose au livre. Au moins, on a vraiment les personnages principaux qui sont creusés, qui sont bien développés, on a véritablement tout leur contexte, on comprend pourquoi ils ont un caractère un petit peu spécial, etc. Donc voilà, sur ce coup-là, c'est bien travaillé. Les méchants, on va dire, en fait, on est dans le genre de livre où tous les personnages sont importants et tous les personnages peuvent être rangés dans une case. Donc on a soit les flics, soit les victimes, soit les méchants. Et donc très rapidement, on arrive en fait à mettre les personnages dans une de ces trois cases et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu très rapidement arriver un peu au dénouement final, quoi. Bref. Effectivement, ici, au niveau des personnages, en fait, ils ont tous leur importance. Donc, en fait, ils sont vraiment tous bien travaillés, je trouve. Et elle prend vraiment le temps, Cécile Cabannac, de les développer, en fait. Même les victimes, elle dédie quand même pas mal de pages à ces personnes-là pour vraiment en apprendre plus sur elles, sur leur expérience, sur qu'est-ce qu'elles ont vécu, etc. Donc il y a vraiment un bon travail sur les personnages, un bon travail sur le rythme de l'intrigue, un bon travail sur l'alternance des points de vue, quand même une bonne gestion du suspense, mais malgré tous ces points positifs, moi j'ai trouvé ce livre trop long
et le fait d'avoir un peu deviné, enfin c'était tellement clair comme une verrue sur au milieu du visage que j'ai vraiment ouais, ce côté un petit peu déçu. Voilà, donc une bonne lecture, enfin pour certains points, mais par contre pour vraiment le fond de l'histoire, le contenu, etc., j'ai été un petit peu déçue. Donc je lui ai mis la note de 14 sur 20 sur Livre Addict. Parce que voilà, c'était pas une bonne lecture, mais c'était pas non plus une mauvaise lecture, c'était une lecture moyenne, à mes yeux en tout cas. Mais je pense que si vous, qui me regardez aujourd'hui, vous n'êtes pas des fans de thrillers, que vous ne lisez pas beaucoup de thrillers, que vous n'êtes pas en fait habitué à, à lire ce genre et donc vous n'êtes pas habitué au retournement de situation et à la complexité d'imbrication parfois des intrigues, ben ce roman pourrait tout à fait vous plaire et également vous surprendre parce que je pense que si on n'a pas l'habitude de lire des thrillers, il peut être totalement surprenant et surtout la construction en fait des méchants dans cette histoire, c'est vraiment intéressant parce qu'on va vraiment exploiter en fait la racine du mal. Pourquoi les gens tuent, pourquoi les gens font du mal aux autres, etc. Donc on exploite vraiment la genèse de la noirceur des vilains dans cette histoire. Donc c'est véritablement chouette et en fait il y a aussi cette exploration de noirceur mais de différentes noirceurs. On va avoir des méchants mais qui sont pas nécessairement des coupables. On va avoir des méchants, enfin voilà. On va avoir vraiment tout un panel en fait de méchantes personnes dans ce livre-là qui, je trouve, c'est très bien exploité. À ce point de vue-là, c'est très très bien fait. Mais bien évidemment, quand on a l'habitude des rouages, de comment en fait sont construits les thrillers, de comment sont construits les intrigues et les rebondissements et les retournements de situation tutti quanti, hein, c'est clair que ben c'est un peu décevant parce que c'est un petit peu du entre guillemets déjà vu. Mais bref, tout ça pour dire que si vous n'avez pas l'habitude de lire des thrillers, honnêtement, ça pourrait être une bonne lecture, assez chouette, donc comme je l'ai dit, dans l'exploration du mal, dans la construction narrative et également dans l'identité du coup du coupable, parce que si on ne s'y attend pas, franchement, ça peut être surprenant et c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant, une fois qu'on a le point final de cette histoire, c'est vrai que ça fait réfléchir et c'est pas mal, c'est vraiment bien trouvé, donc voilà. Donc c'est pour ça que je pouvais pas lui mettre moins que 14, parce que mine de rien, c'est quand même un roman qui réunit beaucoup de points positifs, mais qui n'a pas trouvé son public en ma personne, quoi. En résumé. Donc voilà pour mon avis final sur Le chaos dans nos veines, pardon, de Cécile Cabanach. Ouais, donc voilà. Sinon, moi je vais voir ce que je vais lire ensuite. Je n'ai encore pas vraiment d'idée, donc écoutez, je reviendrai vous voir dans le courant de la semaine avec ma prochaine lecture. Je pense que je vais me lire une petite BD, j'ai envie. Donc stay tuned, comme j'aime bien le dire, de toute manière. Patientez quelques secondes et vous aurez la réponse à ce mystère de dingue. Voilà, bah écoutez, c'est déjà tout pour moi pour ce premier rush de la semaine et je vous dis donc à plus tard.
se retrouve, on est lundi et je viens clôturer cette 51e semaine de vlog avec mon pilou-pilou. Voilà, c'est le retour du pilou-pilou, hein, n'est-ce pas? En fait, j'ai été courir, j'ai pris ma douche et honnêtement, flemme de me remettre en habit normal, donc je suis en pyjama en dessous. Mais j'ai quand même mis mon petit pilou-pilou pour un petit peu plus de présentation, pour quand même avoir l'air un petit peu plus professionnel, hein, bien évidemment sur les réseaux, donc voilà. Maintenant, vous connaissez cet outfit, pardon. Et on va dire un petit peu que bah, c'est comme ma mascotte, en fait. Voilà, le pilou-pilou rose à nuage, avec de la moumoute à l'intérieur. Ben voilà, c'est devenu un petit peu... ouais, la mascotte de cette chaîne, donc écoutez, voilà. Mais comme nous sommes lundi quand vous regardez également cette vidéo, je vous invite bien évidemment à faire comme moi, à vous installer bien confortablement, vous servir un petit thé et enfiler votre, du coup, infit le plus confortable, le plus douillet, pour passer un bon petit moment ensemble pour clôturer ce vlog donc. La dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit donc que j'avais terminé le Cécile Cabannac et que je ne savais pas quelle lecture allait suivre, mais que je pensais sortir une BD de ma palle. Eh bien, c'est chose faite. J'ai sorti une BD de ma palle et j'ai sorti celle-ci. Donc, c'est La dernière nuit d'Anne Bonny. Donc, le scénario, c'est oui, Claire Richard au scénario et Alvi Ramirez pour le dessin. J'avais acheté cette BD avec Sophie quand nous étions allés à Cultura début de l'année, en janvier. J'avais vraiment envie en fait de découvrir cette BD parce que je suis assez fan des pirates. Surtout les femmes pirates, je trouve que j'adore les histoires liées aux pirates de manière générale, mais les femmes pirates c'est encore tellement, en fait c'est tellement exceptionnel, c'est tellement symbolique, je trouve, mythique. Voilà, c'est des femmes fortes, puissantes, qui se battent, qui cassent des figures et qui ne se laissent pas faire. Et franchement, j'adore. On va pas se mentir, mon amour des pirates, bon, ça vient déjà de Tintin, hein, Tintin et le trésor de Rackham le Rouge, qui était l'un de mes Tintins préférés. Mais aussi, voilà, je suis de la génération pirate des Caraïbes, donc j'ai grandi aux côtés d'Elizabeth Swann, qui est devenue une femme forte pirate, devenue même capitaine et roi des pirates. Et donc, comment vous dire que voilà, j'ai une fascination pour ces figures féminines fortes dans le domaine de la piraterie parce que voilà, c'est un monde qui, je trouve, me fascine entre honneur, mais en même temps de l'honneur qui n'est pas vraiment comme tout le monde s'y attendrait parce que voilà, c'est quand même des mercenaires ou des corsaires et c'est quand même un monde particulier, un monde assez noir, fait de beuveries, de dépenses et un petit peu de bonbons et d'excès en tout va. Mais voilà, un monde qui me fascine, bref. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais acheté cette BD et donc je l'ai dévorée ce week-end, je l'ai dévorée samedi. Et franchement, c'était une très très belle découverte. J'ai beaucoup aimé redécouvrir en fait la vie d'Anne Bonny parce que je la connaissais quand même dans les grandes lignes. Il n'y a pas des masses de femmes pirates connues. Donc Anne Bonny, elle fait quand même partie de la... comment dire, des pirates les plus connus avec Marie, comment elle s'appelle encore celle-là? Marie Reed, voilà, c'est ça. Anne Bonny et Marie Reed, c'est les deux femmes pirates un petit peu les plus connues, donc je connaissais quand même sa vie dans les grandes lignes, mais pas vraiment en détail. Donc du coup, j'ai été ravie de me plonger dans cette BD qui va reprendre... donc on va commencer avec Anne Bonny très âgée, qui croise la mort, qui lui dit que elle n'a plus qu'une nuit à vivre et qui viendra la chercher à la fin de la nuit tout en douceur. Et Anne Bonny décide alors d'écrire ses mémoires ou de demander en tout cas à l'une de ses filles, parce qu'elle est tenancière de bordel, et donc elle demande à sa fille préférée donc sa fille, entendez son employé, hein, pas sa progéniture, hein, mais une de ses employées, d'écrire sa version de sa vie, en fait, d'écrire sa biographie, parce qu'en fait, les biographies des pirates, et notamment des femmes pirates, ont été écrites par des hommes au XVIIIe siècle, et forcément, c'était notamment suite au procès des pirates que les biographies ont été écrites, et donc forcément, les gens, voilà, une femme dans la piraterie, dans un milieu d'hommes qui
peut-être à botter des culs à d'autres hommes, donc c'était pas très très bien vu. Donc c'est vrai que les biographies qu'on pouvait trouver étaient soit fortement romancées, soit dénigraient fortement la personne, et donc elle a décidé de prendre le contre-pied de la biographie qui l'a dégradée un petit peu, et d'écrire elle-même son histoire. Et donc grâce à de subtils flashbacks, on va suivre du coup la vie d'Anne Bonny depuis son enfance en Irlande, son voyage jusqu'aux États-Unis où elle a habité pendant des années dans la plantation donc de son père, puis son premier mariage, et puis ses débuts en tant que pirate, et puis sa fin de vie en tant que tenancière de bordel. Voilà. J'ai vraiment bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé les différents allers-retours entre le moment où elle raconte ses histoires et les flashbacks. Je trouve que c'est extrêmement bien rythmé, c'est extrêmement bien raconté. Et ce que j'ai également énormément aimé dans cette BD, c'est que très souvent le récit est interrompu par le discours de deux historiens. Voilà. Donc là on a voilà, l'histoire d'Anne Bonny. Et puis de temps en temps comme ça dans la BD, on va avoir des planches avec deux historiens qui vont un petit peu débattre, qui vont un petit peu critiquer les sources sur lesquelles s'est basé l'auteur pour écrire l'histoire, en disant tiens attention parce que là la source c'est ça, et on peut savoir que cet auteur était plutôt contre les pirates, donc du coup on se doute qu'il avait envie de donner une basse naissance à Anne Bonny. Enfin voilà, j'extrapole un petit peu l'histoire, mais grosso modo, voilà, par exemple ici elle dit: pour l'enfance d'Anne Bonny, je ne peux m'empêcher de penser qu'il a tout inventé. Voilà, puis Johnson est considéré comme une source globalement fiable, répond l'homme. Enfin bref, on va vraiment avoir en fait des débats entre deux historiens, un homme et une femme, qui vont à chaque fois critiquer les sources, critiquer les faits qui sont avancés dans ce roman, et tirer un petit peu la sonnette d'alarme en disant que voilà, il faut faire attention parce que ça c'est potentiellement pas vrai, le gars a peut-être dit ça parce que pour X ou Y raison. Par exemple, il l'a dépeint un petit peu comme une catin, hein, Anne Bonny, donc c'est Johnson qui s'appelle, je pense, le biographe, quelque chose comme ça, attendez, hop. Ouais, c'est ça, Johnson, le biographe, donc il va décrire un petit peu Anne Bonny comme une catin, et il va un petit peu glorifier, ou en tout cas améliorer l'image de Mary Read par exemple. Et donc là par exemple les historiens vont un peu expliquer pourquoi est-ce que Mary Read va avoir une aura, une image un petit peu plus glorieuse dans les écrits de Johnson, et pourquoi Anne Bonny, elle, ne va pas du tout avoir ce traitement de faveur. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant en fait que vraiment tout au long du récit, à chaque fois, ce soit ponctué par les récits des historiens qui vont un petit peu voilà, bien montrer que on reste dans de la fiction, on reste dans une biographie, certes, mais une biographie qui est quand même inspirée de sources qui ne sont pas à 100% fiables. Parfois, les biographies des pirates, c'est eux-mêmes qui les avaient écrits, ou alors c'était leurs détracteurs, donc du coup, forcément, c'est pas... Voilà, c'est pas fiable à 100%, et du coup, ça, j'ai vraiment bien aimé. Vous voyez, ici encore, ils discutent sur un sujet, notamment autour de Mary Read, voilà, par exemple. Et voilà, ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que ça apportait véritablement un plus à cette BD. Ça apportait également un peu des pistes de réflexion pour vraiment ouvrir un petit peu l'esprit critique du lecteur, et j'ai trouvé ça vraiment super. Également, les dessins. Franchement, Alvi Ramirez a fait un travail incroyable. Je trouve que les dessins sont d'une beauté. J'ai trouvé ça très cinématographique. J'ai trouvé que c'était agréable. J'étais vraiment prise aussi bien par l'histoire que par... voilà, on retrouve encore les historiens. Puis là, voilà, les autres planches. Voilà, j'ai vraiment été prise à fond aussi bien par l'histoire que par les dessins. J'ai trouvé les dessins magnifiques. Je les ai trouvés très expressifs, je les ai trouvés très agréables. J'ai bien aimé aussi la colorimétrie en fonction des périodes de la vie d'Anne Bonny. Voilà. Cette espèce de proéminence de gris quand on arrive à la prison, puis quand elle vit son histoire d'amour avec John Rackham, c'est des couleurs beaucoup plus chatoyantes, beaucoup plus festives. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un très très beau travail au niveau des dessins, donc voilà, gros plus pour moi, très cinématographique, très bien dessiné, belle palette qui évolue en fonction de l'histoire. Franchement, topissime, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Donc si vous aimez bien évidemment la BD et que vous êtes curieux de connaître un petit peu plus sur cette pirate qui était Anne Bonny, je vous invite véritablement à
à découvrir cette BD, à vous la procurer et à la lire parce que franchement c'est topissime. On passe un super moment, on part à l'aventure sur les mers en Caroline du Sud, enfin voilà, on vit vraiment la vie d'Anne Bonny en très accéléré, mais on la vit véritablement à 100% avec elle. On part en voyage voilà, depuis l'Irlande jusqu'aux Amériques et puis ensuite sur les bateaux des pirates avec Jack Rackham. Donc ouais, vraiment un très très chouette moment lecture. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais en tout cas c'est une excellente lecture pour moi. Et donc voilà, je ne peux que vous la recommander. En tout cas, si vous hésitez à sauter le pas, suivez mes conseils, sautez-le, vous ne le regretterez pas. Apparemment aussi, voilà, il est noté le macaron ici, voilà, c'est l'adaptation d'un podcast de Arte Radio. Alors moi, personnellement, je n'ai pas du tout écouté le podcast, donc je ne sais pas à quel point le podcast est redondant par rapport à ou plutôt la BD redondante par rapport au podcast. Est-ce que si vous avez écouté le podcast, ça vaut la peine de lire la BD? Moi, je dirais oui, en tout cas, pour le plus du dessin, du graphisme, quoi. Mais après, voilà, je ne pourrais pas vous dire au niveau des histoires si ça vaut la peine de lire les deux ou de plutôt écouter le podcast ou de lire la BD, mais bref. En tout cas, que vous soyez amateur de BD, voilà, vous avez de quoi faire. Ou si vous êtes plus amateur de podcast, voilà, n'hésitez pas à aller voir également ce podcast, du coup, allez l'écouter plutôt. Moi, je pense que je vais l'écouter pour faire ma comparaison déjà par rapport à la BD et puis aussi pour ma culture personnelle, quoi, pour encore peut-être en savoir plus ou parfois c'est pas plus mal non plus de répéter les choses. Donc voilà pour ma lecture, ma dernière lecture que j'ai faite ce week-end, je l'ai lu samedi et samedi j'ai commencé également un nouveau roman. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 mars. Il y a, si vous avez suivi mes envies livresques de 2025, si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo et que vous avez envie de savoir de quoi je parle, je vous mettrai la vidéo dans le petit juste ici pour que vous puissiez du coup aller voir quelles sont mes envies lecture pour 2025 et les 3 challenges que je me suis auto-imposés. Et donc si vous avez suivi donc cette vidéo et que vous avez suivi attentivement mes vlogs, j'ai lu une BD ce mois-ci, j'ai lu un roman japonais ce mois-ci et il me manque un livre pour cocher les 3 cases de mes envies livresques mensuelles. C'est le Agatha Christie et donc j'ai bien évidemment sorti de ma palle un Agatha Christie pour cocher mon challenge du mois, mon dernier challenge du mois. Et j'ai choisi cette fois-ci de partir sur ABC contre Poirot. Pourquoi ce livre? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de lire un Hercule Poirot. Voilà, c'est un personnage que vous savez déjà, j'en ai déjà parlé en vlog, que j'aime énormément. J'adore son caractère, j'adore sa personnalité, j'adore le duo qu'il forme avec Hastings. Et j'ai bien envie, comme premier objectif, donc j'aimerais bien lire tous les Agatha Christie dans ma vie, mais j'aimerais bien clôturer d'abord, lire tous les Poirots en premier. Et je pense que cette année, ça va être dédié à ça. Voilà, il y en a 33 en tout, si je ne dis pas de bêtises, de livres avec Hercule Poirot en tant que personnage principal. Et j'en ai déjà lu plus d'une dizaine, ça c'est sûr et certain. Je ne pourrais pas vous dire combien exactement, je vous le mettrai peut-être ici. Je regarderai sur Livre Addict ou quoi. Mais en tout cas, j'ai déjà bien avancé dans ma découverte des romans d'Hercule Poirot et j'ai envie en fait de vraiment tous les lire. Et je pense que les Agatha Christie de cette année que je vais sortir, ça va principalement être des Hercule Poirot pour valider au moins ce petit autre challenge parallèle que je me suis fixé. Bref, parenthèse fermée. Donc j'ai choisi de sortir ABC contre Poirot. De quoi parle ce livre? Donc Hercule Poirot va recevoir une lettre anonyme, une lettre signée ABC, qui lui dit qu'en fait, tel jour, dans telle ville, il va commettre un meurtre. Et puis ensuite, effectivement, tel jour, dans telle ville, il a effectivement commis un meurtre. Et donc le meurtre d'une vieille dame qui tenait un petit commerce. Et donc Hercule Poirot va sur le lieu du crime, il est un petit peu, il est un peu dégoûté parce qu'il disait mince, donc la lettre disait vrai, elle est vraiment arrivée à tuer quelqu'un. Je pensais que c'était un petit plaisantin, j'espérais en tout cas que ce soit juste une fausse alerte, mais finalement non, et c'est désolant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va continuer et donc il va falloir que j'accumule le plus d'indices possible parce que il faut pas que les meurtres arrivent jusqu'à Z, quoi. Donc il se doute bien qu'il va savoir découvrir l'identité du meurtrier que après plusieurs meurtres et donc il se dit
il faut que, voilà, que je me mette à la tâche et que j'arrive à découvrir des indices et à mettre tout ça bout à bout pour éviter que les meurtres arrivent dans des lettres très éloignées dans l'alphabet. Alors pourquoi je dis ça dans l'alphabet? Parce qu'en fait il se rend compte que donc le premier meurtre, la femme qui a été tuée, son nom commençait par A et elle a été tuée dans une ville qui commence par A. Et on a trouvé un ABC dans sa boutique. Et donc un ABC, c'est un journal qui reprend tous les trajets de train dans l'Angleterre. Voilà, classé de A à Z, quoi, par ordre alphabétique. Puis ensuite, il reçoit une deuxième lettre. Tel jour, dans telle ville, une personne va mourir. Hercule Poirot remarque que la victime porte un nom en B, dans une ville en B, et donc il se doute qu'on va suivre le chemin de l'alphabet. Donc troisième meurtre, ce sera une ville en C avec une personne dont le nom commence par C. Et etc. etc. Là, moi où j'en suis, on est déjà au troisième meurtre, et Poirot donc espère bientôt avoir accumulé assez d'indices, ou en tout cas avoir... voilà, être bien sur une piste pour pouvoir arrêter cette folie meurtrière parce que il espère, comme je l'ai dit, qu'il n'y ait pas 26 personnes décédées avant que le coupable soit arrêté ou non. Voilà un petit peu pour l'histoire. Je suis à la moitié de ce livre. Je suis à la page très précisément 134 sur 250 TD, je pense. Sur 244, voilà. Donc j'ai dépassé la moitié du livre. C'est sympa. Je prends beaucoup de plaisir à retrouver Hercule Poirot, mais honnêtement, c'est pas le meilleur Poirot que j'ai lu. Je trouve que c'est moins haletant que les autres. Je trouve que c'est un peu moins palpitant, un peu moins haletant. Je prends du plaisir, bien évidemment, parce qu'on est dans du Agatha Christie. On se doute bien que les indices sont là sous notre nez, mais qu'on est un peu trop stupide pour les découvrir et qu'il n'y a que Hercule Poirot et ses fameuses cellules grises et sa célèbre moustache qui vont savoir trouver le lien entre ces différents indices et donc l'identité du coupable. Là, j'arrive à un moment où je m'ennuie un peu dans le récit. J'ai envie qu'il y ait un peu plus de tension. Je vais voir par rapport à la suite. J'ai l'impression qu'on va rester un petit peu sur la même ligne. On va continuer sur la même dynamique. Voilà, c'est sympa parce que je me dis je suis dans un Agatha Christie, un Hercule Poirot, mais voilà, l'histoire n'est pas fifole. Je m'ennuie un peu, un petit peu, voilà. Oui, je prends pas autant de plaisir que lors de ma dernière lecture avec La Maison du Péril, par exemple. Donc voilà pour mon avis, en tout cas intermédiaire sur ABC contre Poirot. Je reviendrai bien évidemment dans le prochain vlog avec mon avis final, en espérant que je prenne un petit peu plus de plaisir. Après voilà, c'est pas très grave non plus parce que on est dans un Agatha Christie, pardon. Moi, je trouve personnellement que c'est bien écrit, je prends beaucoup de plaisir, donc les pages défilent assez facilement. Pour une fois, je trouve que les chapitres sont courts, donc du coup, ça se lit quand même vite. Donc voilà, je vais peut-être pas non plus côtoyer l'extase au niveau lecture, mais c'est un peu lent, mais je suis quand même bien dans cette lecture, c'est bien écrit, ça va vite. Et puis, il y a mon copain Hercule Poirot, donc je ne vais pas non plus continuer à me plaindre. Voilà donc pour ma lecture en cours et donc pour mon avis final, il faudra attendre le prochain vlog. Et voilà, c'est sur cet avis lecture que je clôture cette 51e semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!